Tu as une histoire qui est terriblement intéressante donc, par rapport au logo. Oui, alors ça c'est une très belle histoire. Il se trouve que Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, le cheikh de Dubaï et le premier ministre de la fédération et le vice-président, survolait Dubaï, enfin le désert avec son hélicoptère. C'était en 2002 et il pilote lui-même son hélicoptère. Et dans le désert, à une 50aine de kilomètres au loin de Dubaï, il voit des choses un peu bizarres dans les dunes qui lui paraissent des formes un peu surprenantes. Et surtout, la couleur des dunes n'était pas la couleur habituelle. Il y avait des traces beaucoup plus noires et tout. Donc, il décide d'y retourner avec son 4x4. Et là, il découvre plein de choses. Donc, il a convoqué des archéologues. Et effectivement, ils ont découvert un site qui date de 3000 ans avant Jésus-Christ, qui était très certainement une ancienne route en provenance des caravanes qui venaient d'Oman, donc route de l'encens, route du cuivre, etc. Et là, ils ont découvert près de 10 000 objets qui aujourd'hui sont dans le musée de Dubaï de Shindaga qui s'appelle Sarouk al-Hadid. Sarouk al-Hadid, en arabe, ça veut dire la voie du fer. En fait, c'était un site métallurgique où on fabriquait des objets en métal. Voilà, alors on a trouvé des dagues, des armes, etc. Et des objets en or. Et parmi ces objets en or, et c'est là où l'histoire est extraordinaire, je vais montrer à la caméra une bague en or. Et cette bague en or, tu vois, je te la montre. Cette bague en or, en fait, c'est un double anneau. Je vais l'approcher voilà. un petit peu à la caméra. Voilà. C'est 2 anneaux. Et sur chaque anneau, vous avez 20 billes, 20 et 20. C'est incroyable parce que ça a été découvert en 2002. Évidemment, on ne savait pas que Dubaï allait gagner l'exposition universelle. Et quand on reprend le logo de l'exposition universelle, on aperçoit qu'au centre, il y a 2 cercles avec des billes qui sont jaunes, donc de la couleur de l'or, ces 2 cercles. Et ça a été l'inspiration du logo de l'exposition 2020. Alors, comme il y avait 20 et 20, même si l'exposition a été reculée d'1 an, on n'allait pas changer symboliquement. C'est resté Expo 2020, 2020. Voilà. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Ibel. Et bienvenue dans mon podcast French Stuff. Tu es conférencière spécialisée de la péninsule arabique et aujourd'hui on va parler de cet événement mondial qui est l'Expo 2020. Pour rappel, la toute première exposition universelle fut à Londres en 1851 et là nous sommes en 2022 en plein cœur de Dubaï. Donc voilà, avant de commencer, parle-moi un petit peu de toi et de qu'est-ce qu'une conférencière spécialiste de la péninsule arabique. Oui, eh bien merci de me donner la parole. Alors je suis effectivement une spécialiste de cette région du monde parce que j'ai vécu pendant plus de 12 ans à Dubaï et j'en garde un merveilleux souvenir d'ailleurs. Et en étant à Dubaï, j'ai pas mal voyagé dans la péninsule, c'est-à-dire je suis allée voir les pays du GCC, Oman beaucoup, le Qatar, Koweït, Bahreïn, et je suis même allée en Arabie Saoudite puisque mon mari a été muté là-bas pendant quelques années. Voilà. Et puis, je me suis beaucoup intéressée à ce pays quand je suis arrivée et j'ai passé ma licence de guide officiel de Dubaï, de guide officiel d'Abu Dhabi, de guide officiel de Sharjah. J'ai voulu en savoir beaucoup plus sur ce pays et je n'aimais pas du tout quand je rentrais en France l'été, quand on me disait « mais il n'y a rien à voir aux Émirats ». Et je voulais prouver qu'il y avait beaucoup de choses à voir aux Émirats. Voilà, donc je me suis passionnée et j'ai essayé de trouver des choses un petit peu hors des sentiers battus, des petits musées à découvrir, les traditions qui sont très fortes, qui sont très ancrées. Donc j'ai beaucoup voyagé un petit peu partout et à chaque fois pour trouver la perle rare et ce qui était un peu caché. Justement, entre tous ces pays donc de la péninsule arabique, est-ce que tu as à chaque fois trouvé le même lien ou est-ce que ce sont des pays qui se différencient vraiment ? Ils sont quand même assez différents parce que chaque pays a son identité propre, mais en fait, il y a une histoire qui est un peu commune. Voilà, il y a vraiment bien sûr des influences, il y a eu beaucoup de mélanges, voilà. Donc je dirais qu'on retrouve beaucoup de choses en commun. Avec des identités propres, parce qu'effectivement, les Omanais sont très différents des Saoudiens, etc., et même différents des Émiriens et des Émiriennes. On va passer aux choses sérieuses. Oui. On va parler de l'expo. Donc, tu as déjà eu l'occasion de visiter l'expo
et de la faire visiter maintes fois à des groupes de gens. Et ce n'est pas trop dire que c'est la première exposition universelle dans la région du Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud, qu'en même temps, elle a su relever le défi de la pandémie du coronavirus. Absolument. Donc, si ce n'est pas un exploit, je me demande ce qui le serait. Donc, et sais-tu pourquoi Dubaï a été choisi ? Oui, alors ça me fait très plaisir de parler de l'exposition parce qu'effectivement, depuis début octobre, là je suis avec mon 21e groupe de Français et j'ai beaucoup de plaisir à retourner à l'exposition à chaque fois et à découvrir tous les nombreux pavillons. Alors Dubaï a été choisi d'abord parce qu'ils avaient un très bon dossier, il faut le dire. Je me rappelle, j'habitais à Dubaï le 27 novembre 2013 quand Dubaï a été déclaré vainqueur. Et ça a été je ne sais pas si tu étais à Dubaï à ce moment-là, en 2013, mais c'était fantastique. Il y a eu des feux d'artifice à Burj Khalifa. Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum a déclaré qu'il fallait donner une journée de congé à toutes les écoles et les universités dès le lendemain. Enfin, ça a été la liesse, la joie dans tout Dubaï. Et alors, pour revenir un peu au début, effectivement, ce dossier de candidature était bon, et pourtant, ce n'était pas évident. Comme a dit Cheikh Mohammed, je vais essayer de me rappeler la phrase, nous en avons rêvé, nous avons postulé, et nous avons réussi, nous avons gagné. Et effectivement, c'est à cette occasion qu'il a fait, tu sais, le fameux geste. Oui, c'est ça. Voilà, on a gagné avec ses trois doigts. La victoire, c'est en même temps le W de win. Nous avons gagné et ça, c'était vraiment formidable. Donc, il a été créé. Donc, en fait, cet insigne-là a été créé grâce à la victoire en 2013 de l'Expo. De l'Expo, absolument. Ah, super. Ouais. Alors, ce dossier était bon, bien que ce n'était pas évident, parce qu'il y avait Sao Paulo au Brésil qui avait postulé, il y avait la ville d'Izmir en Turquie, il y avait Ekaterinbourg en Russie. Dubaï finalement a éliminé d'abord Sao Paulo, ensuite Izmir a été éliminé et il restait la Russie. Et là, ça a été une écrasante majorité pour Dubaï. Je crois qu'ils ont gagné avec 117 voix contre 40 et quelques. Wow. Voilà. Et je me rappelle quand la délégation du Bureau international des expositions, dont le siège est à Paris, ça c'est historique depuis 1931, quand le bureau, ceux qui allaient sélectionner les villes candidates sont venus à Dubaï, je me rappelle qu'ils avaient bloqué les routes, qu'ils ont fait tout en grand pour les recevoir. Ils ont montré que Dubaï avait un aéroport extraordinaire, qu'il y avait tous les hôtels possibles, que les voies d'accès étaient formidables, que le site de l'exposition énorme au milieu du désert, que le métro allait être prolongé. Enfin, il y avait, disons, tous les éléments. Et en plus, le soleil, la sécurité. Et je suis très contente que Dubaï ait gagné. Voilà, c'est formidable. Moi aussi, parce que donc, en fait, du coup, j'ai la chance d'être dans le pays de l'Expo. Et donc, j'ai eu la chance aussi d'y aller déjà pas mal de fois. Et je compte encore y retourner. Donc, dis-moi, tu as une histoire qui est terriblement intéressante donc, par rapport au logo. Oui, alors ça, c'est une très belle histoire. Il se trouve que Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, le cheikh de Dubaï et le premier ministre de la Fédération et le vice-président, survolait Dubaï, enfin le désert avec son hélicoptère. C'était en 2002 et il pilote lui-même son hélicoptère. Et dans le désert, à une 50aine de kilomètres au loin de Dubaï, il voit des choses un peu bizarres dans les dunes qui lui paraissent des formes un peu surprenantes. Et surtout, la couleur des dunes n'était pas la couleur habituelle. Il y avait des traces beaucoup plus noires et tout. Donc, il décide d'y retourner avec son 4x4. Et là, il découvre plein de choses. Donc, il a convoqué des archéologues. Et effectivement, ils ont découvert un site qui date de 3000 ans avant Jésus-Christ, qui était très certainement une ancienne route en provenance des caravanes qui venaient d'Oman, donc route de l'encens, route du cuivre, etc. Et là, ils ont découvert près de 10 000 objets qui aujourd'hui sont dans le musée de Dubaï de Shindaga qui s'appelle Sarouk al-Hadid. Sarouk al-Hadid, en arabe, ça veut dire la voie du fer. En fait, c'était un site métallurgique où on fabriquait des objets en métal. Voilà, alors on a trouvé des dagues, des armes, etc. Et des objets en or. Et parmi ces objets en or, et c'est là où l'histoire est extraordinaire, je vais montrer à la caméra
une bague en or. Et cette bague en or, tu vois, je te la montre. Cette bague en or, en fait, c'est un double anneau. Je vais l'approcher Voilà. un petit peu à la caméra. Voilà. C'est 2 anneaux. Et sur chaque anneau, vous avez 20 billes, 20 et 20. C'est incroyable parce que ça a été découvert en 2002. Évidemment, on ne savait pas que Dubaï allait gagner l'exposition universelle. Et quand on reprend le logo de l'exposition universelle, on aperçoit qu'au centre, il y a 2 cercles avec des billes qui sont jaunes, donc de la couleur de l'or, ces 2 cercles. Et ça a été l'inspiration du logo de l'exposition 2020. Alors, comme il y avait 20 et 20, même si l'exposition a été reculée d'1 an, on n'allait pas changer symboliquement. C'est resté Expo 2020, voilà. Oui, parce que normalement, elle aurait dû avoir lieu en 2020, mais à cause de la pandémie, on a dû la reporter un petit peu. Mais le nom est resté d'Expo 2020, même si elle est à cheval sur 2021-2022. C'est pas grave. Je pense qu'on vit tous en décalage. Oui. On a tous vécu en décalage à cause de la pandémie. Absolument. Donc voilà, super. C'est une magnifique histoire et je suis sûre qu'il y avait beaucoup de personnes qui l'ignoraient. Oui, écoutez, je suis contente d'avoir expliqué ça parce que je trouve que c'est un très beau symbole pour Dubaï. C'est magnifique. Oui, vraiment, c'est magnifique. Après, il y a les expositions universelles sont devenues une plateforme importante, Marie-Christine, de partage, de connaissances et de collaboration entre les gouvernements, les sociétés et les peuples. L'Expo 2020 ayant comme thème principal « Connecter les esprits » et créer le futur, c'est une véritable plateforme incubatrice pour les nouvelles idées d'innovateurs mondiaux. Les sous-thèmes qui ont été choisis sont l'opportunité, la mobilité et la durabilité. Ce sont des sujets qui nous inspirent à protéger la planète, à explorer de nouvelles frontières et construire un avenir meilleur. Chaque pays a choisi son sous-thème. Oui. Et pourrais-tu me dire pourquoi tel pays a choisi ce sous-thème? Oui, alors ça, c'est une volonté après politique de chaque pays, sachant que quand on parle de mobilité, c'est la mobilité au sens large, c'est la mobilité des hommes, c'est la mobilité des animaux, c'est la mobilité des esprits, c'est la mobilité à l'heure de l'intelligence artificielle. Par exemple, la France, justement, a choisi d'être dans le secteur de la mobilité parce que c'est la mobilité à la vitesse de la lumière. Et le pavillon français est inspiré par le siècle des Lumières. Voilà. Alors après, chaque pays va dire moi, je me sens très concerné par la durabilité. Et quand on parle de la durabilité, c'est effectivement l'avenir de la planète. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, tous les pays sont concernés. Donc même s'ils ont choisi d'être dans la mobilité, il y a toujours quand même un cercle vertueux et on pense à la durabilité. Et pareil pour l'opportunité. Quand on parle d'opportunité, c'est vraiment opportunité au sens très large. C'est une opportunité quotidienne, que ça soit dans la vie professionnelle ou autre. Voilà, c'est vraiment assez intéressant. Et puis, vous avez certains pays qui sont entre deux. Vous avez des ailes qui sont un peu intermédiaires. C'est par exemple le cas du Japon qui se trouve entre la durabilité et l'opportunité. Le Portugal qui est entre la mobilité et puis la durabilité. Voilà. Donc ça, c'est une volonté après de chaque pays. Donc ils ont pu choisir de thèmes. Ils ont pu choisir et justement se mettre au milieu, à la frontière. Voilà, les pays ne sont pas du tout classés par géographie. Hein, c'est vrai qu'il faut avoir son plan de l'exposition pour dire tiens, je cherche tel pays, dans quel secteur il est. Voilà. Mais c'est vraiment très intéressant. Et puis, il ne faut pas oublier de visiter les 3 pavillons qui illustrent ces districts. Hein. Donc, le grand pavillon de la mobilité, qu'on doit à Norman Foster, qui est formidable, le pavillon de la durabilité et le pavillon de l'opportunité. Voilà. Qui sont des bâtiments très intéressants, tous les 3. Mais surtout la mobilité. Voilà, j'ai un petit fait pour la mobilité parce que je le trouve merveilleux, magnifique. Mais c'est bon, Norman Foster, donc c'est un très grand architecte. Et il faut prendre cet ascenseur qui est l'ascenseur le plus grand du monde, circulaire, qui peut contenir 160 personnes, qui est tout à fait exceptionnel. C'est une prouesse aussi technologique. Merci Marie-Christine, parce que j'en apprends tous les jours grâce à toi. Donc dis-moi, les Émirats arabes unis ont vraiment invité l'intégralité des pays. Au total, il y a plus de 190 pavillons. Il y a aussi plus de 200 expériences gastronomiques,
Oui. Des plats qui sont cuisinés et servis donc, par les robots de Talabat, donc de la Talabat Kitchen. Il y a eu aussi le premier Vegan Food Festival. Oui. Et il y a quasiment 60 événements par jour, donc des spectacles, des danses, des concerts et autres. Donc on peut décidément s'apercevoir que les Émiriennes et les Émiriens sont ouverts d'esprit. Oui. En fait. Ah oui, c'est formidable tout ce qui se passe. Et je trouve qu'il y a une ambiance à l'exposition qui est tout à fait étonnante parce qu'on rencontre des personnes du monde entier et c'est bon enfant. Tout le monde cohabite, est heureux d'être là. On oublie ce qui se passe dans le monde, qui est quand même très grave en ce moment. Et là, j'ai une séquence émotion. Mais hier, je suis allée visiter le pavillon de l'Ukraine. Oui. Et j'ai presque pleuré en voyant tous les post-it de tous les visiteurs du monde entier qui ont écrit « No War » ou « Soyez courageux, on pense à vous » et qui ont signé, mais vraiment du monde entier. Il y a un monde fou qui va visiter ce pavillon et je trouve ça très, très, très émouvant. Une grande pensée pour les l'Ukraine. Ukrainiens. Oui. Et j'espère que tout va se rétablir très vite et qu'il n'y aura pas plus de conséquences qu'il y a actuellement. On va prier pour eux. On va prier pour eux, effectivement. Et le monde entier est déjà en train de prier pour eux, dans tous les cas. Voilà. Alors sinon, pour parler de choses un peu plus gaies, il y a toutes sortes d'animations, comme tu l'as dit, au cœur de l'expo. Alors c'est effectivement, on peut passer devant un pavillon, tout d'un coup on entend de la musique. C'est ce qui m'est arrivé hier. Et là, je suis passée devant la Malaisie. Et il y avait un spectacle à 4h30 de danse et de musique. C'était formidable. Et des Malaisiennes, superbes jolies filles, vraiment. C'était super. En costume traditionnel, avec les plumes sur la tête et tout. Et les hommes qui ont fait des danses aussi rituelles avec la danse du bambou. Enfin voilà, j'ai découvert des choses. Je suis passée devant l'Angola. Et l'Angola, j'ai découvert qu'il y avait 2 violonistes de talent. Il y a des animations un petit peu partout. C'est pareil sur la Roumanie, par exemple. Il y avait un concert de musique classique. Enfin, au gré des allées, on peut découvrir. Il ne faut pas hésiter à s'arrêter. Voilà, sans parler de le pays qui est hôte chaque jour, dont c'est la date anniversaire, la fête nationale, avec un défilé dans les allées. Enfin, tout à fait. C'est vraiment formidable. Et puis, la richesse culinaire de tous ces pays où on peut essayer toutes les cuisines du monde, parce qu'il y a près de 200 restaurants, comme tu as dit, et c'est une variété incroyable. On peut vraiment trouver de tout. Hein. Absolument. C'est très intéressant. Enfin, on peut y passer des jours et des jours. Et puis, effectivement, tu as dit qu'il y avait un nombre de pavillons important. 192 pavillons sont là. 192. Tous les pays, presque tous les pays du monde sont là. Et j'ai vu agréablement que même le Yémen est présent, alors qu'on sait qu'il y a la guerre en ce moment au Yémen. Mais ça prouve l'ouverture d'esprit. Des Émiriens et vraiment qui ont voulu que ça soit une fête universelle et que tous les pays soient présents. Enfin, tous les pays ont été invités. Voilà. Donc, le pavillon de la femme y est représenté, Marie-Christine, ainsi que le Holy-See, qui est le pavillon du Vatican. C'est quand même incroyable. Mais dis-moi, y aurait-il d'autres petites merveilles qui seraient cachées là-bas? Oui, alors il y a beaucoup de... Comment est-ce qu'on pourrait faire pour les découvrir? Alors, il y a beaucoup de choses à voir. Et moi, j'encourage tous ceux qui habitent à Dubaï ou qui s'intéressent à ce pays d'aller voir le pavillon Vision, par exemple. Vision, c'est un peu ce qu'a fait Dubaï. Il y a un cheval magnifique qui est en marbre, qui est une pièce extraordinaire. Et puis, c'est la vision de Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum sur tout ce qu'il a pu faire justement sur Dubaï et le futur encore de Dubaï, parce que c'est extraordinaire. Dubaï est continuellement en mutation, ça évolue en permanence. Enfin bon, donc et puis moi j'aime beaucoup me promener dans les petites allées avec des pays qui n'ont pas eu les moyens de construire leur propre pavillon, mais qui sont dans un pavillon qui a été mis à leur disposition par les Émirats. Et bon, il y a des petits pays d'Afrique où on est merveilleusement bien reçus. Ils sont tellement contents d'avoir des visiteurs. Et c'est comme ça qu'en me promenant un peu au hasard dans les allées, j'ai découvert Eswatini. Je ne savais pas où c'était. C'est un petit royaume dirigé par un roi et une reine qui est en Afrique du Sud. Et c'est comme ça qu'en me promenant, je vois marqué Holy-See. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce pays Holy-See? Je suis rentrée et en fait, c'est le Vatican.
Il y a donc toutes les images quand le pape a été reçu à Abu Dhabi en 2019, avec ce film aussi très, très émouvant. Et en fait, Holy, ça veut dire le Saint-Siège. C'est un très vieux mot anglais où si à l'époque était le siège. Voilà. Quels sont les pays qui t'ont le plus marqué ? Donc là, on va parler un petit peu donc, d'architecture extérieure, mais aussi de l'intérieur. Oui, absolument. Alors, évidemment, les Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis, avec ce faucon... Tu sais que j'ai toujours pas eu l'occasion de le visiter. Il est tout le temps complet. Il faut absolument y aller. Il faut absolument y aller parce que... C'est un grand architecte espagnol qui a gagné l'appel d'offres. Il s'appelle Santiago Calatrava, un architecte de Valence. Et il a eu la très bonne idée de faire un faucon qui va déployer ses ailes. Donc il y a des vérins hydrauliques et les ailes bougent toutes les 45 minutes. Elles peuvent s'ouvrir ou se replier. Et là, c'est formidable. Et à l'intérieur, on a le sable du désert. Et il y a des projections dans le sable avec toutes les traditions de cette population bédouine, d'origine bédouine. Et puis, on évolue vers le Dubaï, évidemment, du futur. Donc ça, il faut absolument aller voir les Émirats. Après, j'aime beaucoup le pavillon de l'Arabie Saoudite, qui est vraiment très réussi. Ça, j'ai vu, par contre. Il est exceptionnel. On a envie de prendre l'avion et de partir tout de suite en Arabie Saoudite. Ils ont la plus grande baie de miroirs, c'est ça? Oui, le plus grand rideau d'eau au monde. Voilà, il est dans le Guinness des records et ils dessinent et ils écrivent sur un rideau d'eau. C'est fantastique comme technologie. Le Maroc est très beau aussi, extérieurement et intérieurement, avec un très bon restaurant gastronomique. J'aime beaucoup l'Espagne. J'ai eu un coup de cœur pour le pavillon espagnol et le film qui est projeté en bas, Luna de Agosto. D'ailleurs, certains visiteurs se lèvent et applaudissent à la fin de ce film. Voilà, j'aime beaucoup le Pakistan aussi, un très beau pavillon. Le Pérou, un très beau pavillon. Enfin, il y en a vraiment beaucoup. Singapour, avec un pavillon qui est entièrement végétalisé. Oman, qui a fait un arbre encens avec des effluves d'encens à l'entrée du pavillon. On peut mettre ses mains comme ça. Enfin, je peux en citer beaucoup. Je suis française, je vais dire la France aussi. Tu as aimé la France ? Joker. Ça veut tout dire. Joker. Non, alors en ce moment... Moi, j'ai aimé le pavillon de la Belgique, par exemple. Ah oui, tu vois, oui, d'un point de vue... Donc, ah oui, avec la bande dessinée. La bande dessinée et même et l'extérieur. Et le rooftop, et même formidable. l'extérieur. Avec donc tout le bois, donc l'habillage en bois externe. Oui, très bien. Et un petit clin d'œil aussi au pavillon libanais, quand mais même. bien sûr, le pavillon libanais. Okay, donc à l'extérieur, avec tous les Phéniciens. Oui, avec les Phéniciens, oui. Donc, à côté, il y a le Luxembourg, qui est très bien, qui a fait aussi un très beau pavillon. Voilà, non, c'est vraiment... Enfin, je reviens pour la France pour dire que, quand même, il y a une exposition Jean-Paul Gaultier qui vient d'ouvrir en ce moment et qui est quand même pas mal et qui va durer jusqu'à la fin de l'exposition. Mais j'irai la voir. Voilà, il faut aller voir Jean-Paul Gaultier, oui, absolument. Je ferai des photos aussi. Donc, Marie-Christine, qu'est-ce que tu pourrais dire justement aux personnes qui n'ont pas encore eu l'occasion de visiter l'expo ? Il faut absolument y aller, c'est un must, c'est incontournable. Vous n'allez pas attendre 4 ans d'aller au Japon, à Osaka. Ça va être beaucoup plus loin. Donc il faut vraiment venir à Dubaï et aller la visiter, surtout si on n'habite pas très loin. C'est un incontournable. Elle est très réussie, cette exposition. Elle est magnifique de la vie de tous les visiteurs. Les pavillons sont waouh. Cheikh Mohammed avait promis d'étonner le monde. Ben, je crois qu'il a réussi son pari. Il a réussi son pari, donc il faut vraiment y aller. Est-ce que tu sais combien de kilomètres elle fait ? Alors, je sais qu'elle fait 440 hectares. Voilà, 440 hectares, donc c'est 4,4 kilomètres à peu près. Voilà. Et il y a des bus internes aussi pour Alors, il y a des petits trains jaunes qui font chaque district. Et ensuite, on peut avoir des taxis. Il y a des marqués taxi on demand on peut prendre. Mais honnêtement, on se repère très bien. Et jusqu'à présent, il n'y avait pas trop de queue. Je dois dire que maintenant, les personnes qui n'y sont pas allées se disent « Oh là là, il faut y aller avant la fin ». Il commence à y avoir un peu plus de monde. Mais bon, si on y va le matin, ça va. Hein. C'est très... Effectivement, en fin de journée, ça devient un peu chargé, mais ça mérite. Donc aussi, au centre donc, de l'expo, on peut constater qu'il y a une fontaine
avec des grands galets noirs. Oui. Et toutes les 5 minutes, ils font donc ils font des projections d'eau et des jeux d'eau. Et c'est juste magnifique. Oui, alors ça, moi, je conseille à tous les visiteurs d'aller faire un petit break parce qu'il fait chaud, rafraîchir. La chaleur est arrivée, Oui. et donc on se déchausse. Oui. Et il y a beaucoup d'enfants aussi qui jouent avec l'eau, et on a l'impression que les cascades vont vous tomber dessus parce que c'est donc circulaire. Il y a des grandes cascades qui arrivent au-dessus de vous. Très verticales. Voilà, hein. et elles sont absorbées par le revêtement plastique qui est sous forme de petits galets noirs et qui absorbe l'eau. Et en fait, l'eau ruisselle et ceinte, arrive jusqu'à vous, et ça vous mouille juste les pieds. Et ça, c'est une animation incroyable. Et on entend tous les gens crier en même temps parce qu'ils ont peur d'être aspergés. Et c'est vraiment très sympathique. Et juste à côté se trouve Garden in the Sky, et qui est donc un grand cylindre, Oui, on peut avec monter. un ascenseur donc circulaire, un anneau circulaire qui vous permet d'être à 55 mètres au-dessus de l'exposition et de voir l'ensemble du site et tous les pavillons. Voilà, donc ça c'est assez intéressant. Et aussi, donc, il y a c'est pas le pavillon central, mais c'est la pièce centrale où il y a tous les spectacles, etc. Absolument. Alors ça s'appelle Al-Wasl. Al-Wasl, c'est ça. Et Al-Wasl, donc ça veut dire l'arrivée en arabe, c'est incontournable. Quand on arrive du métro, on est obligé de passer par cette place centrale. Et quand on veut passer d'un district à un autre, voilà, on passe par là. Et le soir, il y a tout le temps des spectacles. C'est le plus grand dôme autoportant du monde. Il fait 180 mètres de diamètre et c'est donc formidable. Et c'est aussi Norman Foster qui a réalisé cette prouesse technique. Et à l'intérieur, il y a donc des écrans sur lesquels sont projetées toutes les animations pendant le soir, et c'est magnifiquement éclairé, c'est superbe. Donc il faut rester jusqu'à minuit. Mais c'est ça, j'allais en voilà. venir en fait, parce que donc l'expo a 2 visages, donc un visage la journée, Oui. et après c'est tout à fait autre chose la nuit, avec Oui. les éclairages, la nuit, et on se croirait vraiment dans une deuxième exposition en fait, qui est identique, mais qui n'a pas du tout le même sens. Oui, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison parce que c'est complètement différent le jour et la nuit. Oui, hein, c'est le jour et la nuit. C'est le cas de le dire. Et il y a des pavillons qui sont, on dit la journée, bof. Et la nuit, ils ont une autre tournure. Avec cet éclairage, c'est fantastique. Et ça mérite vraiment de rester jusqu'à la fin. Donc, l'exposition, elle ouvre à 9h le matin, mais les pavillons ouvrent à 10h. Voilà. Et ensuite, on peut rester jusqu'à minuit. Les pavillons ferment à 22h le soir. Sauf et on le peut rester week-end, jusqu'à minuit. Voilà, à le 2 week-end, heures. c'est prolongé. Voilà. Mais c'est vrai que le week-end, il y a beaucoup de monde. Mais il y a aussi pas mal de Dubaïotes qui vont pour dîner, visiter 1 ou 2 pavillons. Et ils restent dîner entre 22h et minuit. C'est aussi une possibilité. Tout à fait. Donc, dans tous les cas, n'importe qui, si vous avez envie d'aller visiter ce pavillon, enfin, d'aller visiter l'expo, moi, je vous conseille de mettre des chaussures de marche extrêmement confortables, parce qu'on doit énormément marcher. Tu es d'accord avec moi? Ah oui, ça, je suis d'accord. Les 10 000 pas par jour pour être en bonne santé, on les fait largement à l'exposition. Même plus. On hein. double en général. triple Voilà, même, ça dépend. oui, absolument. Et puis, tu sais, en fait, ils font plein d'activités, comme ce que j'ai dit au début. Enfin, moi, j'ai eu l'occasion d'aller assister à un cours de yoga aussi en plein air. Ils font pas mal d'événements sportifs aussi. Oui, il y a beaucoup de choses. Et puis, ce que je trouve bien, c'est qu'il y a de l'ombre. Ils ont ménagé, ils ont tout végétalisé. Il y a beaucoup d'arbres, il y a des fleurs. On peut se poser à des endroits tranquilles à l'ombre. Il y a des fontaines à eau aussi. Il y a des fontaines à eau. Ils ont prévu de quoi s'asseoir. Vraiment, on ne cherche pas pour se reposer. Il y a toutes les commodités qui sont pratiques. Enfin, moi, je trouve ça formidable en termes d'organisation. Hein. Franchement, c'est merveilleux. On trouve les plans à disposition partout. Et le personnel, qui sont tous les volontaires, qu'il faut remercier, des locaux, qui sont adorables, à qui on peut poser des questions. Enfin, moi, de temps en temps, j'ai des personnes qui sont un peu âgées, qui se sentent un peu perdues. Et hier, il y a une dame qui m'a dit, il y a quelqu'un qui m'a ramené très gentiment jusqu'au parking. Il m'a accompagnée jusqu'au parking. J'étais un peu perdue. Voilà. Donc, c'est formidable. Et je trouve qu'il y a une ambiance merveilleuse entre tous ces pays. On sent une fraternité. On sent qu'on est tous des citoyens du monde. Si tout pouvait être comme ça. Sur ces belles paroles, je vais clôturer le podcast avec toi, ma chère Marie-Christine. Merci beaucoup, Ribelle. C'est moi qui te remercie d'avoir participé à mon podcast et j'espère te réavoir donc, sur mon podcast pour parler justement de la péninsule arabique et de tous ses secrets. Merci beaucoup. À bientôt alors. À bientôt. Allez, salut. Au revoir.